Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Nouvelle récolte blé 2024. Donc, ce webinaire est composé en deux parties. Nous débuterons tout d'abord par un point sur les marchés blé dans le monde et en France. Ce point sera traité par Claude Gagnol, le directeur filière de Limagrain Ingrédients et membre du bureau de l'ANMF. Et ensuite, nous poursuivrons avec une partie sur la qualité des farines nouvelle récolte présentée par Lucille Dubost, responsable application panification chez Limagrain Ingrédients. Je vous propose à présent de débuter donc avec la première partie qui concerne le marché du blé en France et dans le monde. Claude, je te laisse la parole. Merci Delphine et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager ces instants marché avec vous, comme chaque année, depuis pas mal d'années. Donc, on a encore beaucoup de choses à se dire. Ce qui est bien avec ces marchés-là, on ne s'ennuie pas. Alors, il faut suivre ça de façon très attentive et la période offre beaucoup de choses à partager. Donc, je vous propose tout d'abord un aperçu de la situation mondiale, voilà, c'est ça. Et donc, ce qui vous donne, selon les couleurs, où les choses se passent bien et où elles se passent moins bien durant cette année 2024. Et là, donc, on voit très bien que la zone en rouge, donc qui concerne des zones, le rouge signifie que les récoltes sont plutôt attendues faibles, voire inquiétantes, tandis que les zones bleues annoncent des récoltes vraiment très importantes. Et là, on voit très bien que la France, par exemple, mais aussi une partie de mer Noire, on en reparlera tout à l'heure, sont sous pression climatique pour différentes raisons. Et vous savez laquelle qui pose problème en France, hein, et ça continue d'ailleurs, c'est l'humidité, alors que sur les parties plutôt mer Noire, on est plutôt sur des problèmes phénomènes sécheresse. Donc, et là, on voit aussi que sur la partie américaine, par exemple, les récoltes sont annoncées très bonnes, en particulier en blé, en maïs, pardon, et en soja. Mais ça a été aussi le cas pour le blé durant l'été. Une récolte qui a été nettement meilleure que prévu. Après, ça c'est pour l'hémisphère nord. Et puis après, il faut regarder un peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud, même s'il y a 6 mois de décalage entre les productions. Donc, une zone qui doit prêter attention, c'est la partie argentine pour le blé et puis aussi l'Australie. Et on voit que ces deux zones-là sont relativement bien pourvues au niveau de la capacité des prévisions de production. Sur le Brésil, on est plutôt sur des bases maïs. Donc là, la récolte cette année a été bonne à très bonne, en particulier la dernière qui était Safrina, donc les récoltes se sont passées cet été, c'est le deuxième semis de maïs, hein, et tandis que là, on va rentrer dans une phase un petit peu plus critique dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, ça se traduit par des chiffres, donc en plus ou en moins. Les cases vertes montrent que les pays ont produit plus que l'année précédente, et les cases rouges montrent les pays qui ont produit moins ou beaucoup moins que l'année précédente. Donc, vous avez tout d'abord affiché le premier chiffre, c'est la production totale de l'année. Et puis ensuite, dessous, dans la parenthèse, c'est l'écart qu'il y a par rapport à la récolte précédente. Et là, on voit très bien qu'il y a deux zones inquiétantes qui sont la France et la Russie. Alors la Russie, bon, c'est quand même 80 millions de tonnes de céréales. Les dernières, c'était 91 millions de tonnes. Bon, moins 10 millions de tonnes, ça pèse, mais il y avait quand même du potentiel, des ressources, et ils ont une capacité à gérer la partie export si besoin était. Pour l'Ukraine, bon, on a 3 millions de tonnes en moins. Bon, les marchés ont déjà anticipé cette zone à risque, hein, puisque vu les événements qui s'y déroulent, on sait très bien que c'est difficile de compter aujourd'hui de façon fiable sur cette zone de production, mais qui reste quand même encore un acteur important du marché, puisque c'est essentiellement des productions qui sont tournées vers l'export. Et puis on en vient à la France, où là, gros problème. La France, cette année, perd plus de 25% de sa production, avec donc 9 millions de tonnes. L'atterrissage devrait être en dessous de 25 millions de tonnes, hein, derrière les dernières estimations, 24,6, quelque chose comme ça. Donc la situation en France est grave. Alors, elle est grave pour les agriculteurs français d'abord, hein, et puis aussi, bien sûr, pour l'ensemble des utilisateurs. Mais on va voir qu'au niveau mondial, eh bien, ça n'impacte pas beaucoup.
parce qu'en fait, quand on regarde le bilan céréalier mondial, donc là, c'est toutes céréales confondues, hein, on est donc un besoin de 2 milliards 315 millions de tonnes et avec un niveau de production mondiale de céréales de 2 milliards 320 millions. Donc, vous voyez, c'est l'inverse, pardon, de 2 milliards 320 millions de tonnes de besoins et pour une production à 2 milliards 314, donc c'est relativement équilibré. Et là-dedans, donc, on voit que l'impact de la France, ça n'a pas beaucoup joué. Lorsqu'on regarde le blé, plus particulièrement, on voit que là aussi, l'équilibre est respecté entre le besoin de 802 millions de tonnes et la disponible qui est de l'ordre de 800 millions de tonnes. On voit qu'il n'y a pas de gros écarts. Par contre, ce qu'il faut suivre attentivement, c'est la partie donc carry-over, donc le stock report, qui lui a tendance à s'effriter, hein, c'est l'encadré rouge en dessous, donc avec 266 millions de tonnes, et on voit que ce carry-over, chaque année, il s'effrite un peu, et plus inquiétant, c'est la quantité de blé disponible à l'exportation, donc c'est-à-dire le stock de report des pays qui exportent. Et là, on voit que ce stock de report, il se tend d'année en année. C'est-à-dire que si on avait, par exemple, un nouveau problème avec la mer Noire ou des grandes zones de production à cause d'un événement climatique, eh bien, on va vite chercher dans ces stocks d'export. Et là, on voit qu'ils ne sont pas si larges que ça. Et là, ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés quand il y a des événements qui arrivent à un moment ou l'autre. Et on va en parler. Donc, la France, dans tout ça, c'est un épiphénomène puisque ça n'a pas d'impact au niveau mondial. Et d'ailleurs, on a vu au niveau des cours, on en reparlera tout à l'heure, que finalement, durant tout l'été et même en fin d'été, les cours étaient plutôt faibles, plutôt tendance baissière, avec certainement une fragilité, un potentiel haussier selon les événements, et on le voit maintenant, mais globalement, on voit bien que le volume mondial n'inquiétait pas les marchés, et donc les marchés étaient plutôt baissiers, que ce soit en blé ou en maïs. Alors, regardons un petit peu plus en détail donc ce que deviennent hein, ces productions. Donc, au niveau donc la production mondiale donc est en légère petite hausse, mais on a vu que les consommations étaient aussi suivaient. Et donc après, on a vu aussi le stock de report comment il se présentait. Donc, on a en France dans le monde 797 millions de tonnes de blé, soit 8 millions de tonnes de plus que l'an passé. Lorsqu'on regarde en Europe, la situation est plus inquiétante, mais c'est essentiellement lié à la France et à moindre mesure, je dirais, l'Allemagne. Mais l'Europe, donc, on va produire sur plus de 20 millions d'hectares, hein, avec une baisse de la surface de 5%. Et en France, là, il y a une inquiétude sur la baisse des surfaces, puisqu'on perd quand même cette année 500 000 hectares de production de blé, puisqu'on est passé à 4,2 millions contre 4,7 millions, quelque chose comme ça, l'année précédente. Donc là, on a un problème structurel en partie, mais aussi conjoncturel de surface qui sont liés aux difficultés de semis qui s'est passé à l'automne dernier, en particulier dans la façade ouest de la France. Et puis, un autre phénomène qui vient se rajouter à ça, c'est la baisse des rendements. Donc, au global, en Europe, on voit que la baisse des rendements n'est pas si importante que ça, puisqu'on baisse de 2,5% de baisse de rendement, parce qu'il y a des pays qui font mieux. Quand on regarde l'Espagne, par exemple, l'Espagne s'en sort très bien cette année. Si vous faites un petit tour en Espagne, vous verrez que les réserves d'eau se sont refaites. Il y a eu de l'eau, même s'il y a eu des coups de chaud par moment, mais on est habitué en Espagne à avoir quelques périodes chaudes. Et là, cette année, donc, l'Espagne s'est refait la santé, si je puis dire, en termes de production de blé et d'autres productions d'ailleurs. Mais la France, par contre, donc le rendement baisse de 15%. Donc quand on associe 11% de baisse de surface et 15% de baisse de rendement, eh ben, ça fait 9 ou 10 millions de tonnes de blé qui manquent au bout. Donc ça, c'est exprimé sur le petit diagramme que vous avez à côté, donc que ce soit pour l'Union européenne ou la France. Alors, ensuite, lorsqu'on regarde donc je dirais les disponibles, hein, la production européenne, donc 116 millions de tonnes, moins 7,5% par rapport à l'an passé. Stabilité des utilisations de blé domestique, à toute utilisation confondue, hein, 101 millions de tonnes, donc c'est assez stable. Très forte baisse des exportations, 26 millions de tonnes à 26 millions de tonnes, les exportations, soit moins 26%, et bien sûr, c'est la variable d'ajustement. Donc, ces exportations, essentiellement sur les pays tiers, vont être revues à la baisse
pour justement éviter de démolir les stocks de report. Donc, mais ceci dit, on a quand même une baisse des stocks de report et ça, c'est le côté inquiétant des choses, si je puis dire. Donc, le stock final, on voit qu'il va passer de l'ordre de 18 millions de tonnes, on va descendre vers un 12 millions de tonnes. Donc là, il faut suivre ça de près. Et là, c'est nos exportateurs qui vont vraiment trinquer, si je puis dire, parce qu'il y avait des contrats d'exportation qui ne vont pas pouvoir être honorés, il y avait des trains qui ont été réservés, des transports qui ont été réservés qui ne vont pas pouvoir être honorés. Et donc, on voit l'impact financier qui est estimé actuellement. L'impact financier de la récolte de 2024 en France est de l'ordre de moins 3 milliards d'euros quand on additionne tous les maillons de la filière. Ce sont des chiffres intercéréales qui a essayé de faire une synthèse entre les différents maillons de la filière pour voir comment ça a été impacté. Et là, il y a plus de 200 millions d'euros, par exemple, qui sont liés à des désengagements de transport, c'est-à-dire quand on a réservé un transport, qu'on ne le prend pas, il faut payer une dédite. Voilà. Donc, situation financière inquiétante. Et puis, bien entendu, on va en parler, la disponibilité des matières en quantité, mais surtout en qualité. Alors, en France, donc, on l'a dit, on s'attend à autour de 25 millions de tonnes, voire moins, de blé. Ça fait partie des pires années, au moins déjà sur 10 ans, mais même sur 40 ans. Et ça inquiète le monde céréalier. Parce que derrière, donc, comme je le disais, il y a des agriculteurs en première ligne, bien entendu. Alors oui, il y a eu quelques belles années, que ce soit en rendement ou en prix, ces 2-3 dernières années. Mais les exploitations aujourd'hui sont quand même mises à rude épreuve avec cette baisse très importante. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en 2016, par exemple, là aussi, il me semble qu'on avait déjà un problème d'humidité, parce qu'il y a les phénomènes de sécheresse, mais là, on est dans un problème d'humidité. Et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, cette catastrophe française, d'abord, comme je disais, elle est liée à des baisses de surface qui sont essentiellement liées à des problèmes d'humidité au moment du semis, donc à cette époque, dans l'ouest de la France, l'an dernier, le grand ouest de la France, où on a perdu beaucoup de surface. Et puis, plus structurellement, on voit qu'on perd 1 million d'hectares, grosso modo, sur 20 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la production céréalière, en tout cas en France, mais on l'a vu aussi à l'international, en Europe, pardon, est sous pression au niveau des surfaces. Donc, il y a d'autres cultures qui prennent de la place, les oléagineux, par exemple, mais pas que. Donc, on voit que le blé n'est plus une culture, je dirais, qui rassure le monde agricole. Ensuite, on a l'impact de la luminosité sur la productivité. Et donc, la productivité, c'est la photosynthèse de la plante. Donc, des régions très touchées par ce manque de luminosité, donc le centre, l'est et le nord de la France. Donc, derrière ça, donc, impact sur la fécondation, impact sur le remplissage des grains, donc principalement qui se traduit par ce qu'on appelle le PS, le poids spécifique, c'est-à-dire le poids de 100 litres de blé. Donc, on a une densité de grains qui est très faible, qui est liée donc aux conditions de remplissage du grain. On a aussi une baisse à l'origine du nombre de grains au mètre carré. Donc, par les comptages qui avaient été faits déjà bien avant la récolte, indiquaient dans l'est de la France des baisses de nombre de grains au mètre carré de l'ordre de 20%. Donc, tout ça, au bout du compte, ça se traduit par un rendement, donc qui est très faible, comme on l'a dit. Et puis ensuite, cette densité du grain qui pose différents problèmes. La densité du grain, donc normalement, le PS standard, c'est 76 kg pour 100 litres de blé. Donc ça, c'est des normes commerciales. C'est des normes à l'exportation, c'est des normes aussi de commerce français. Et donc, quand ça fait partie des incograins, des contrats de commercialisation des grains. Et donc, ça veut dire que quand on est en dessous, il y a lieu d'avoir des réfactions sur les prix. Mais parce que, d'un autre côté, les meuniers qui vont utiliser des blés en dessous de 76, ils vont se trouver avec des problèmes de rendement meunier. C'est-à-dire qu'on va produire moins de farine pour la même quantité de blé. Donc, on a d'un côté sur le transport, des coûts de transport plus élevés parce que le blé occupe plus de volume pour moins de poids. Et ensuite, lorsqu'il passe en process, eh bien, on a moins de farine pour le même poids de blé. Donc ça a plusieurs impacts économiques qui se traduisent après, bien sûr, dans le prix des farines. Alors, donc la qualité, donc Lucie vous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais on le voit bien à travers ces schémas, la qualité en France cette année. Donc, on voit que par rapport aux autres années où on avait une qualité qui était globalement
équilibré entre le premium, le supérieur et le médium, de l'ordre d'un tiers à chaque. Et puis ensuite, on voit que cette année, on se recentre sur du premium, 72% des blés en qualité médium, pardon, et donc ça veut dire très moyen. Après, vous avez les taux de protéines, là aussi, c'est pas catastrophique, mais on a globalement un affaissement des protéines, mais là, Lucille vous parlera plus en détail de l'impact de cette petite baisse des protéines. Alors, quand on regarde ces situations, on voit qu'on est sur des marchés extrêmement fluctuants, volatiles. Et l'objet de ce type d'intervention, c'est de vous amener de la visibilité sur l'évolution des choses. Donc là, ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui, c'est que après avoir observé ces gros pics durant la période de crise ukrainienne, hein, bien sûr, on a vu différents soubresauts et plus récemment au printemps, là, plus à droite de la courbe, on a vu déjà là, une sensibilité à ce qui se passait en Russie, par exemple, hein, où on avait des gels d'hiver et puis une sécheresse de printemps. Et là, on voit tout de suite les marchés qui réagissent. Et là, on voit qu'actuellement, on va le voir plus tard, que les marchés sont en train de réagir assez violemment tout de suite à différents phénomènes. Il faut se dire une chose, c'est qu'on a une baisse de production de blé en France, on perd 9 millions de tonnes, mais les 24 ou 25 millions de tonnes qui restent, on ne peut pas dire qu'il y a de quoi faire waouh, parce qu'on a pas mal de problèmes de densité, donc comme je disais tout à l'heure, et puis ensuite viennent se greffer d'autres problématiques sanitaires, comme par exemple l'ergot du blé. Et dans un contexte où la législation se durcit au niveau sanitaire, eh bien, on est confronté à de grosses difficultés après pour qualifier les blés, et on va en reparler tout à l'heure. Donc là, ce qu'il faut suivre actuellement, donc c'est ces fameux conflits. Hein, déjà le conflit russo-ukrainien qui nous anime depuis 2-3 ans, et puis plus récemment ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis là, on voit l'escalade ces jours-ci avec des répercussions immédiates sur les marchés. Côté Russie, on voit que cette année, la Russie, donc, qui est devenue un très gros acteur, va perdre grosso modo 10 millions de tonnes de blé, mais reste encore un acteur majeur à l'export. Alors là, on a un risque de voir les taxes à l'exportation au niveau russe qui peuvent augmenter comme baisser. Donc c'est ce qui va jouer, qui peut impacter sur les cours des céréales en dehors de la tension mondiale. Ensuite, on a ce qui se passe en Chine qui est extrêmement difficile à lire. Et là, sur ce schéma-là, on voit très bien que, par exemple, les importations de blé ont chuté énormément en Chine. Donc, d'une année, on passe d'une très on divise par 3 en l'espace de 2 ans les importations donc de blé en Chine. Et là, ça pose question sur la lecture de ces besoins chinois, qui est malgré tout le premier pays producteur au monde en blé, mais qui est aussi en passe de devenir le premier importateur mondial de blé tendre. Et puis malgré ça, on voit qu'il y a des fluctuations qui vont impacter énormément les besoins ou les disponibilités sur le marché. Après, il y a les phénomènes climatiques. Donc là, c'est une projection, hein, ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est l'impact donc du phénomène climatique dont on a l'habitude de parler, El Niño et la Niña. Donc là, c'est plutôt la Niña. Donc on pressent pour l'an prochain, voilà les tendances climatiques pour l'an prochain. On voit qu'on est encore sur une influence assez humide sur l'Europe, parce que ça va se manifester. On voit que par contre, l'Amérique du Sud, une partie est sur une influence plutôt sèche, donc à surveiller en particulier pour les semis de printemps et pour les récoltes de printemps qui sont en train d'être semées. Et là, actuellement, on a ce phénomène qui se passe au Brésil, où le Brésil fait face, toute la région du Mato Grosso fait face à un très, très gros problème de canicule actuellement en pleine période de semis, pas de blé, mais de maïs et de soja. Donc forcément, le blé et le maïs étant très liés, puisque l'essentiel des volumes vont à l'alimentation animale et qu'on peut remplacer du maïs par du blé en alimentation animale et vice-versa. Donc, on a un phénomène à suivre parce que on risque d'avoir un impact très fort sur le potentiel de production de maïs au Brésil au printemps prochain. Et de même, on voit en Russie en ce moment, là, il y a, bon, c'est pas sur cette carte, mais on voit qu'il y a une sécheresse qui est qui perdure sur la Russie et l'Ukraine et qui impacte les semis. Donc, les semis peuvent se faire, mais la question, c'est la germination. Voilà. Et en Russie, il faut que les blés
et comme au Brésil, enfin en Russie, il faut que les blés soient levés avant les périodes hivernales ou avant les périodes de gros gel qui peuvent avoir un impact après sur des blés qui tardent à lever, et donc où le système racinaire peut être très endommagé par l'effet du gel. Donc, la conséquence de tout ça, eh ben, on l'a vu ces 2-3 derniers jours, il y a une volatilité qui se manifeste, donc qui est liée à ces événements dont je viens de vous parler, les 3 principaux événements. Le Brésil, la sécheresse actuelle au Brésil, la canicule sur la période de semis, la sécheresse globale sur la mer Noire, et puis donc ce qui se passe tout de suite au Proche-Orient, qui crée de la tension et de l'escalade. Voilà. Alors ça, c'est les cours de la matière, mais lorsqu'on regarde après ce qui se passe au niveau des primes, donc il faut comprendre que la situation française, typiquement française, donc on a non seulement moins de volume, mais à la limite du blé, on peut en trouver. Par contre, la question doit être de trouver les blés satisfaisants en termes de qualité sanitaire et technologique. Donc technologique, on a vu que le PS était le principal critère à suivre. On parlera aussi d'un petit peu de la protéine. Mais le deuxième point, c'est la partie donc sanitaire, avec des problèmes d'ergot qui se manifestent dans la mesure où la réglementation vient de se durcir au niveau des alcaloïdes d'ergot, c'est-à-dire c'est les alcaloïdes qui sont produits par les ergots de blé. Alors, on mesure des sclérotes sur le blé, qui sont une version, donc, je dirais, un petit peu granulée. Là, c'est des grains noirs. Mais c'est ces sclérotes qui produisent ensuite des alcaloïdes. Donc, on mesure des sclérotes sur blé et ensuite sur les farines, on ne voit plus les sclérotes, bien sûr, mais on mesure de l'alcaloïde. Et là, on a un gros problème actuellement entre la traduction du taux de sclérote qu'on peut trouver sur du blé et les conséquences en taux d'alcaloïde qu'on a sur les blés. Parce que ce n'est pas proportionnel. Et la réglementation ne nous aide pas dans ce sens-là. Elle est mal, je dirais, conçue en termes de lecture par rapport à une version matière première et une incidence sur la farine. Donc attention, c'est un sujet très très important cette année, en particulier sur tous les blés qui sont dans le grand nord-est de la France, nord-nord-est de la France. Et avec en plus vient se durcir la réglementation sur les mycotoxines. Donc, en particulier la donne, donc le seuil s'est abaissé sur maïs et blé. Et là, donc, ça vient ramener une complexité. Donc, il y a des marchés, par exemple, les utilisations, par exemple en baby food aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en farine baby food de l'industrie du baby food, eh bien, devient critique parce que la réglementation est telle que ça devient un cauchemar de trouver les blés qui vont satisfaire à ces exigences de sécurité alimentaire. Donc tout ça, ça se traduit par des primes sur les BPMF, hein, les blés panifiables pour de la meunerie française. Hein. Donc là, on se retrouve avec des primes de l'ordre de plus 10 à plus 15 euros par tonne de blé pour avoir la qualité. Malgré qu'on va avoir un mauvais PS, on a malgré ça des primes qualité à payer, des primes de marché ou des primes qualité pour disposer d'une matière première satisfaisante sur ces BPMF. Et puis après, il y a le cas des blés améliorants. Alors, qui se traduit aujourd'hui, on était grosso modo avant la récolte autour de 90 euros de la tonne de primes de blé améliorant. Aujourd'hui, on est plutôt sur des 115 voire 125 euros dans les nouveaux, je dirais, marchés qui vont se traiter ou qui sont en train de se traiter, parce qu'on est en train de découvrir que le disponible en blé améliorant, en quantité et en qualité, il n'est pas au rendez-vous. Déjà que l'an dernier, c'était tendu, et bien là, ça va être de plus en plus tendu dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça que les marchés sont en train de se crisper. Voilà, donc ayant dit ça, je voudrais rappeler quelques fondamentaux qui conduisent à l'élaboration du prix d'une farine. Hein. Donc, mais déjà, les fondamentaux du marché aujourd'hui, c'est ce ratio stock-consommation, on l'a vu, assez équilibré malgré tout. Le rapport des monnaies, aujourd'hui on a un euro très fort, donc ça veut dire que certes on a de bonnes conditions pour importer, mais c'est plus difficile pour exporter. Donc, c'est les Américains ou les Russes qui prennent la place sur les marchés internationaux. Les surfaces de blé, les volumes de production, on en a parlé. L'impact des autres céréales. Donc, le riz, on a globalement une bonne production de riz cette année, ce qui est rassurant quelque part. Mais on a vu aussi que le soja, le tournesol grignotait les surfaces qui étaient initialement laissées au blé. Les disponibles qualitatifs, donc ça, c'est le point d'attention de l'année, en quantité et en qualité, et la consommation destinée à l'alimentation animale.
Donc là, on n'en a pas parlé encore, mais on a un gros problème en France, c'est la valorisation des coproduits de blé pour deux raisons. Parce que d'abord, les PS, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins de rendement meunier, donc ça veut dire plus de production de coproduits, donc plus de son, plus de coproduits. Et ensuite, cette année, il y a une offre pléthorique sur le marché des coproduits de blé, en particulier du son. Donc, face à une demande qui est, somme toute, stable, voire en légère baisse, parce que le monde de l'alimentation animale a fait une très très bonne récolte de fourrage et actuellement donc n'est pas très très avide de coproduits. Donc tout ça, se traduit par une valorisation vraiment calamiteuse des coproduits, en particulier cette année. En plus, il y a un élément qui est un petit peu plus conjoncturel. Il y a une grosse entreprise qui s'appelle Tereos qui fait de l'amidon de blé et son outil a brûlé. Et donc aujourd'hui, ils achètent sur le marché des farines natives pour remplacer la partie meunerie de leurs ateliers. Et ça se traduit par des très, très grosses demandes en farine native, donc production aussi de son de façon plus abondante que les autres années. Donc ça vient encore plus alimenter le marché du son et donc de dégrader ce marché-là. Donc, ensuite, les éléments de volatilité, bon, l'instabilité géopolitique, les perspectives de croissance ou de récession. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans le questionnement à cet égard-là. On voit que le monde global n'est pas très optimiste dans la partie croissance. Hein. Et ensuite, le weather market, donc on est en plein dedans, hein, que ce soit en printemps, l'été, automne, hiver. Voilà, ça joue en permanence parce qu'il y a peu de stocks disponibles à l'exportation. Et donc, les marchés des commodités, le marché se réveille aujourd'hui, le pétrole est en train de prendre quelques points parce qu'il y a ces incidents au Proche et au Moyen-Orient qui peuvent avoir des lourds impacts. Imaginez simplement que les Iraniens plombent un tanker dans le détroit d'Ormuz, là, donc eh bien, on verra tout de suite les conséquences. Hein. Et ça peut être très probable, hein, y compris dans le canal de Suez. Hein. Et puis donc, les éléments mal maîtrisés sont toujours ces besoins de consommation et d'importation au niveau de la Chine. Alors, pour calculer un prix de farine, donc, bien sûr, pour faire une farine, il faut une maquette. C'est un mélange donc de différentes qualités de blé. Et donc là-dessus, on utilise des BPMF, blé panifiable pour la meunerie française, des variétés recommandées par la meunerie aussi, donc ce qu'on appelle VRM. Donc chaque année, l'ANMF édite une liste de variétés qu'elle recommande pour la meunerie. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les blés améliorants de force qui viennent amener de la protéine. Et puis quand on associe tout ça, on fait comme en vinification, hein, on fait une jolie maquette qui permet de faire la farine qui va bien pour l'application demandée. Et après, vous avez toutes les filières. Donc Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y a beaucoup d'attentes en termes de cahier des charges blé, dans la façon de cultiver les blés, que ce soit par rapport à l'utilisation des pesticides, mais aussi par rapport à la durabilité, les modes de production et bien sûr la trajectoire carbone qui prend de plus en plus de place, même si aujourd'hui il n'y a pas de modèles très clairs qui sont établis en termes de trajectoire carbone, de pratiques culturales ou autres pour maîtriser une trajectoire carbone, mais il y a beaucoup de choses qui se font, des choses très intéressantes, et je pense que ça va être vraiment un point d'attention pour les années qui viennent, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a une échéance qui s'appelle 2030, où on doit réduire l'empreinte carbone donc dans nos métiers, dans le monde agricole, de l'ordre de 25%, je crois, ou 28%, et donc ça passe par la réduction de l'empreinte carbone des céréales, en particulier blé et maïs et riz. Donc, pour faire court, quand on fait un prix de farine, on regarde bien sûr ce qui se passe au matif, et puis après les primes de marché, je vous en ai parlé tout à l'heure, les primes qualité, les primes filières, et puis ensuite il y a les majorations de stockage. Hein. En France, on a ce qu'on appelle ces majos, qui sont de 0,93 € par tonne et par mois. Et puis ensuite, le rendement meunier, et bien entendu, la très forte moins-value, surtout des coproduits. Voilà, avec ça, vous avez après la formule idéale pour faire le coup de farine que vous proposent les différents meuniers. Donc, année compliquée, une fois de plus, mais est-ce qu'il y en a des faciles? J'en ai rarement vu, mais on a aussi quand même tous, vous comme nous, une certaine expertise pour appréhender pour les différentes fluctuations du marché. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut être en termes de facteurs avérés, on a un stock de blé mondiaux qui est quand même très peu mobilisable. Moins de blé de qualité alimentaire en raison des pluies en Europe de l'Ouest et en particulier en France. Les facteurs baissiers, donc un bon équilibre production-utilisation mondiale, toutes céréales confondues. Pression persistante des exportations de blé mer Noire. Demande mondiale hésitante, surtout au niveau de la Chine. Grosse offre en alimentation animale.
bons disponibles de riz, reprise de l'euro par rapport au dollar. Tout ça, ça contribue à faire des marchés baissiers. Et puis après, les facteurs à surveiller. Donc, on avait rédigé ça il y a quelques jours, mais il se vérifie d'autant plus aujourd'hui. Donc déjà, le disponible à l'exportation, stock des pays exportateurs, le risque de réduction des taxes à l'exportation de la Russie, si elle veut gérer sa moindre production, le moins de blé de qualité alimentaire que de blé de qualité fourragère en raison des pluies. Donc voilà. Retour de la Chine sur le marché au printemps, marché hautement spéculatif, à surveiller la fragilité de la situation géopolitique, l'impact des fluctuations climatiques et aussi le résultat des élections américaines. On n'en a pas parlé, mais au mois de novembre, il y a cet événement-là. Ça peut impacter sur l'équilibre au niveau des conflits mondiaux, entre autres. Hein. Donc là, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dans ces critères qui sont listés dans cette phrase. Et puis les facteurs baissiers, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Manque de dynamisme économique mondial, baisse de consommation de la viande, baisse de la consommation de céréales associées à ça, maintien de l'offre russe, marché hautement spéculatif dans un sens comme dans l'autre. Voilà, moi, il est très clair qu'on est sur un marché plutôt haussier parce qu'on a quand même passé par un bas. Quand on a vu des blés, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui frôlaient les 200 €, ben là, on peut dire que ça peut qu'augmenter. Aujourd'hui, on est sur une courbe qui est plus de l'ordre de 240 €. Voilà, cette courbe, elle est là. Donc, on était à 243 € hier soir à la clôture sur l'échéance mars. Et vous voyez que ça monte très vite. Le marché a pris 5 € en une journée. Il peut faire la même chose aujourd'hui. Il peut respirer un petit peu aussi. Mais on est sur une tendance haussière, en tout cas une tendance très volatile. Je vous remercie de votre attention et bien entendu, je serai ravi de répondre à votre questions. On va laisser à présent la parole à Lucille qui va nous parler de la qualité des blés et des farines nouvelle récolte. Merci Delphine, merci Claude. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats concernant la qualité des blés et des farines. Donc, les graphiques de ce slide donnent les résultats sur blé à l'entrée des silos de collecte. Les teneurs en protéines autour de 11,4% en moyenne en France sont satisfaisantes. En 2023, la moyenne était légèrement plus élevée à 11,6%. On note toutefois sur le graphique de gauche une diminution des volumes de blé avec un taux de protéines supérieur à 11,5%. En effet, les 5 dernières années, de 2019 à 2023, 58% des blés avaient une teneur en protéines supérieure à 11,5. En 2024, ce sont seulement 41%. Et donc, cette année, la majorité des blés ont un taux de protéines compris entre 11 et 11,5%, alors que les années précédentes, cette majorité se situait entre 11,5 et 12% de protéines. On voit donc un léger recul du taux de protéines cette année d'environ en moyenne 0,5%. Donc, pour cette récolte, il faudra adapter certainement les mélanges meuniers pour atteindre les taux de protéines des cahiers des charges farine souhaités par les clients. Et pour certaines applications, il y aura peut-être un intérêt à augmenter les blés de force et les blés plus riches en protéines dans les mélanges au détriment des blés BPMF. Concernant les poids spécifiques, donc là c'est sur le graphique de droite, donc ces poids spécifiques sont variables d'une région à l'autre et sont globalement en recul comparé aux années précédentes. Claude a déjà évoqué ce point tout à l'heure. Alors qu'en 2023, on avait 65% de la récolte avec un PS supérieur à 76 kg par hectolitre. En 2024, ce sont uniquement 28% des blés supérieurs à 76. Donc, si dans le sud-ouest, les valeurs sont plutôt stables et plutôt dans la norme, autour de 76-77 kg par hectolitre, dans le nord-est, en revanche, on est vraiment inférieur à 74 kg. Donc, les opérations de tri et de nettoyage par les collecteurs et à l'entrée des moulins permettront d'améliorer ce critère. C'est ce qui se passe généralement. Mais cette caractéristique laisse vraiment supposer une diminution des rendements meuniers, comme déjà évoqué par Claude, et aussi, surtout, une tendance à des mie grisâtres au niveau des pains qui sont plutôt blancs comme les mie, des pains de mie, où ce phénomène peut se voir assez facilement. Et donc, ce phénomène de PS bas, de poids spécifique bas, est lié au manque d'ensoleillement au moment du remplissage du grain et à des pluies lors de la récolte.
Donc, malgré les craintes liées à ces pluies, on voit que les temps de chute sont quand même élevés cette année. Hein. On a 96% des blés récoltés qui ont un indice de chute Hadberg supérieur à 280 secondes. Donc, en fait, les pluies n'ont pas eu d'impact sur la germination avant la récolte. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette année, il y a une forte pression maladie. Hein. On a déjà parlé, donc la septoriose et autres maladies. Et cette pression maladie, elle est liée également aux conditions climatiques. Et donc, on a une diminution du rendement, au niveau du volume du blé. Donc, pour conclure sur la qualité globale des blés, donc la qualité globale, c'est une combinaison entre le taux de protéines, les poids spécifiques, le temps de chute et les valeurs alvéographes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années, 60% des blés étaient classés en qualité premium et supérieure. En 2024, ce chiffre chute à 19%. Cette valeur n'est toutefois pas forcément représentative de la qualité des farines obtenues après mouture et des tests en panification, car elle est issue de mesures prises à l'entrée des silos avant le travail du grain. C'est donc une photographie moyenne des blés et la diversité territoriale va permettre de répondre aux attentes des clients au niveau qualité farine. Pardon. Donc, ceci nous amène à la présentation de la qualité des farines 2024. Les moutures utilisées pour les essais ont été réalisées sur un mini-moulin bullaire et les blés sont issus de différents lieux de collecte français. Les tests de panification, quant à eux, ont été menés selon le test BIPERA. Si globalement l'hydratation des pâtes est correcte cette année, une attention particulière peut être nécessaire pour les farines contenant une proportion égale ou supérieure à 50% de blé BPMF, donc c'est des blés plutôt standards avec des taux de protéines plutôt bas. Et dans ce cas-là, un ajustement à la baisse de l'hydratation pourrait être nécessaire en fonction du type de pâte, en fonction de l'application. Donc le lissage est plus rapide qu'en 2023 et on obtient des pâtes plutôt équilibrées en élasticité et extensibilité. Nous n'avons pas remarqué de déchirement comme l'an dernier. Nous avons... Lucille a des petites quintes de tout, mais tout va bien, on prend soin d'elle, elle boit un petit peu d'eau, voilà. Pardon. Donc, le lissage cette année est plus rapide qu'en 2023 et nous obtenons des pâtes plutôt équilibrées donc, en élasticité et extensibilité et sans noter de déchirement. Nous avons noté également une bonne tenue à la mise au four et des volumes satisfaisants. Les coups de lame sont bien développés. Et le bel aspect des pains est vraiment la caractéristique de cette récolte. À l'alvéo, on note une force boulangère, donc le W plus élevé qu'en 2024. Les P sur L et les indices d'élasticité sont quant à eux plutôt bien équilibrés. Ces valeurs sont donc en corrélation avec les résultats de panification. Au farinographe, on reste sur des niveaux d'hydratation globalement stables, mais plutôt en diminution pour les mélanges BPMF, donc à taux de protéines un peu bas, mais la stabilité des pâtes est supérieure à celle de 2023. Donc, nos recommandations pour optimiser les farines de cette année sont les suivantes. Il faut adapter le temps de pétrissage. L'optimiser cette année serait plutôt à la baisse si le lissage est rapide. Il y a un intérêt à l'utilisation des blés de force, c'est-à-dire des blés plus riches en protéines et parfois du gluten pour équilibrer des maquettes trop faibles, des maquettes qui seraient plutôt riches en BPMF. Et pour substituer vos ajouts de gluten, il y a toujours un intérêt pour nos solutions Glucef. Merci Lucille et merci Claude pour toutes ces informations. On va passer à la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet chat ou questions en bas à droite de votre écran. Et donc, on va débuter avec une première question. Une première question qui s'adresse à Claude et qui concerne donc la demande mondiale de blé n'est-elle pas sous-estimée?
Et est-ce que la faible disponibilité du riz sur le marché mondial pourrait avoir un impact sur la demande de blé? Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, on a un disponible de céréales au niveau mondial qui est satisfaisant. Bon, il est ce qu'il est, hein, c'est des estimations, mais en général, ces estimations sont assez fiables. Donc, c'est plus après la fluidité des disponibles qui prête à question. Mais quoi qu'il en soit, les céréales dans le monde, il y en a, d'autant plus que les Américains annoncent une exceptionnelle récolte de maïs cet automne. Donc, et comme l'alimentation animale est le principal utilisateur des céréales, hein, je le rappelle, donc là-dessus, on a certainement ce qu'il faut pour satisfaire. Après, la demande, est-ce qu'elle est sous-estimée? Il y a eu récemment des articles à ce sujet-là qui ont tendance à dire que cette demande, elle est sous-estimée, mais c'est lié aussi au phénomène de croissance ou de récession qui sont encore mal cernés actuellement. Donc, ce qu'on peut peut-être dire par contre, c'est que les opérateurs, hein, les acheteurs de blé ou de farine, ont certainement attendu avant de s'engager sur les marchés parce que les marchés étaient baissiers et que le besoin risque de se réveiller, même s'il n'est pas forcément plus important qu'avant. Mais par contre, les gens étaient moins aux achats parce que le marché étant baissier, ben on attend que ça baisse. Voilà. Et là, ça risque de se réveiller pour ceux qui n'ont pas encore acheté parce que ça monte très vite. Ensuite, concernant le riz, cette année, comme je disais tout à l'heure, la production de riz dans le monde et en particulier en Asie est correcte, sauf que beaucoup de pays n'exportent pas, ont décidé de ne pas exporter. Et puis après, il y a quand même un autre petit problème quand on veut importer par exemple du riz en Europe, eh bien c'est tout l'aspect sanitaire et la réglementation. Et aujourd'hui, ça devient très très compliqué d'importer des blés d'Asie, des riz d'Asie en Europe pour des questions de sécurité alimentaire et de cahier des charges des différents utilisateurs. Donc, globalement, je le répète, il y a des céréales, mais après, ça se complexifie quant à la fluidité de ces disponibles liées à des qualités technologiques et des qualités sanitaires, des exigences sanitaires. Et ça, on oublie souvent d'en parler, ce contexte d'exigences sanitaires qui vient de plus en plus difficile à gérer malgré tous les efforts que peuvent faire les filières, les agriculteurs. Donc, on est devant quand même un gros questionnement à cet égard-là. Et la réglementation, donc, c'est les consommateurs qui quelque part impactent là-dessus, et bien entendu, les entreprises qui mettent sur le marché des produits finis. Donc, tout le monde, tout l'aval du marché demande beaucoup plus de garanties au niveau sécurité alimentaire. Ça se traduit sur des normes sur les matières premières et je pense qu'on arrive à une période relativement tendue quant à l'équilibre de ce qui est demandé en termes d'attente sanitaire et la possibilité de la filière, des filières, quelles qu'elles soient, à satisfaire ces attentes avec moins de moyens. Moins de moyens en termes de protection des plantes. On le voit par exemple l'ergot hein, cette année qui pose question parce que c'est lié bien entendu au phénomène climatique, mais c'est lié aussi au fait que les agriculteurs ont moins de possibilités de désherbage par exemple des adventices et donc ce sont des vecteurs qui permettent donc d'héberger les ergots et de les passer d'une année sur une autre. Voilà. Donc questionnement à cet égard-là. Et c'est pour ça aussi qu'on risque d'être confronté à des niveaux de prime qualité, pour accéder à la matière, à la qualité de la matière de plus en plus élevés. Parfait. Merci beaucoup Claude pour ta réponse détaillée. Donc on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, merci à tous pour votre présence. Comme indiqué donc au début du webinaire, nous vous ferons parvenir la présentation ainsi que l'enregistrement. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous vous répondrons de manière individuelle. Et juste un petit rappel sur l'organisation du prochain webinaire Nouvelle récolte maïs qui se tient le 18 octobre prochain. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.